Ouais, j'étais hyper prête et ça faisait 6 semaines que je faisais 27 heures d'entraînement, je faisais du travail spécifique et en fait, c'était pas vraiment de la chance. Et en fait, j'avais planifié tous les scénarios sauf celle où je prends la tête de course sur le vélo. Là, je me suis vraiment pleinement investie dans le triathlon et j'aimerais bien être le plus performante possible, donc j'y vais vraiment à 200%. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Anne-Sophie, comment vas-tu ? Coucou Richard, comment ça va ? Moi ça va bien. Super bien, merci beaucoup, ça fait plaisir de te parler. C'est comment le temps à Embrun en ce moment ? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en Australie et clairement, c'était, je pense, pas la même histoire. Comment ça se passe en ce moment ? C'est vrai que le retour d'Australie a été brutal après y avoir passé à peu près 3 mois. C'est vrai qu'on est revenu dans une météo à moins 10 degrés. Donc de passer de plus 30 à moins 10, c'était assez brutal. Mais là ça va, on commence à avoir le retour des beaux jours. Je pense que c'était vraiment le mois de janvier, il était hard. Il a plu tous les jours, mais j'ai l'impression que c'était un peu partout en France pareil. Là on retrouve enfin du beau temps, donc ça fait plaisir. Je roule un peu plus dehors et moins sur home trainer, c'est cool. Écoute, moi je suis essentiellement en Espagne et je peux te dire que c'était pas que en France que le temps il était tout pourri. Je crois qu'on y a eu droit un petit peu partout. Bon, c'est cool. J'aimerais bien aujourd'hui sur le podcast qu'on parle un petit peu, voilà, tu vois, de ton parcours, de la grosse année que tu as fait l'année dernière avec pas mal de tes 100, avec une super perf sur ton premier Ironman aussi. Avant qu'on en vienne là, est-ce que peut-être pour les gens qui te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter en quelques phrases, s'il te plaît ? Ouais, du coup, moi, c'est Anne-Sophie, logiquement. J'ai 25 ans et c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. C'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu arrivée, entre guillemets, de nulle part dans le monde du triathlon, ce qui est un peu vrai parce que j'ai pas du tout grandi en France. En fait, moi, j'ai grandi en Chine, je suis née aux États-Unis et en fait, je suis arrivée en France en 2020. Juste après le premier confinement, j'ai décidé de déménager en France et en fait, finir mes études, ma licence à distance parce que dans tous les cas, mes cours étaient à distance. Là, je me suis vraiment pleinement investie dans le triathlon et vu que j'avais les cours à distance, j'avais beaucoup de faim et que je les faisais un peu quand je voulais, j'avais toute la journée pour m'entraîner et j'ai un peu pris mon délire trop loin et maintenant j'en suis à faire ça plein temps et c'est trop chouette. D'accord, donc en gros, t'es passé d'une passion, d'un passe-temps à un job full-time Ouais, c'est en ça. venant en France, quoi. C'est ça. C'est vrai que le sport, ça a toujours été le centre de ma vie. Ça a juste été des sports vraiment différents. Quand j'ai grandi, j'ai fait du rugby, du volley, du patinage artistique, de la gym. J'ai un peu touché à tout et j'ai toujours, ça a toujours été, le centre, de ma vie, on va dire. Le sport, tout tournait autour de ça. Et c'est vrai que j'ai découvert le triathlon à la fac juste avant le confinement et j'ai trop aimé l'ambiance et justement j'aime bien faire plein de choses et le triathlon c'est 3 sports donc fais pas tous les jours c'est vachement différent, il y a pas trop c'est pas trop monotone quoi. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment adhéré à ce sport et voilà, c'était à la base un passe-temps après les cours et c'est devenu j'ai adoré et quand je suis allée quand j'ai fait des compétitions, c'était trop cool et cette ligne d'arrivée les émotions, c'était incroyable et du coup j'ai voulu en faire mon métier. Ouais, c'est cool. En vrai, moi, j'avais fait pas mal de sport aussi avant le triathlon. Et en fait, je trouvais que la différence, c'est que souvent, tu sais, tu vas dire que tu vas jouer, j'en sais rien, jouer au tennis, au foot ou peu importe. Et le triathlon, en fait, c'est tellement différent le ressenti pendant que tu le fais. Et il y a le côté, t'en chies quand même pas mal aussi quand tu prépares pendant ta course. Et je trouve que ça décuple en un sens aussi les émotions que tu peux ressentir. C'est assez fort et ça me parle beaucoup du coup ce que tu me dis. Est-ce que avant de faire vraiment du triathlon, tu pratiquais l'un des 3 sports pris indépendamment ou vraiment t'es arrivé là et tu t'es mis aux 3 sports directement ? Alors j'ai toujours couru, ça c'était vraiment peut-être un des plus constants dans ma vie, c'était la course à pied. Le vélo c'était vraiment juste pour aller de l'école à la maison, donc non, vraiment pas le vélo et la natation, non, malheureusement. En fait j'aurais pu, c'est vrai que j'ai grandi en Chine dans les écoles où il y avait accès à des belles piscines.
piscine. Sauf que j'ai toujours utilisé, je sais pas pourquoi la natation, ça m'a jamais intéressée. Et c'était, je pense, un des seuls sports que j'ai pas pratiqué étant jeune. Et, euh, et voilà, en fait, j'avais de l'eczéma, enfin, j'ai de l'eczéma. Et du coup, en fait, j'avais une note de mon médecin qui me disait que j'avais pas besoin d'aller nager avec le reste de la classe. Donc c'est vraiment dommage. D'accord. Il y a vraiment un truc que j'ai évité toute ma vie, c'était les cours de natation à l'école. Et voilà, Ouais. maintenant je paye les conséquences de mes actions. Écoute, ça me parle aussi parce que moi, je me faisais soit porter malade, soit j'avais mal quelque part, ce qui était totalement faux. C'était juste pour pas me Voilà, mettre dans l'eau. Et exactement. je détestais aussi, en fait, je détestais aussi la course à pied parce qu'il fallait courir en fait autour d'un vieux stade. Il faisait froid, enfin, le prof, c'était un bidochon, tu vois, et ça donnait Ouais. vraiment pas envie. Mais en vrai, ouais, enfin, maintenant, tu vois, avec ce sport-là, bah, clairement, c'est un regret aussi. Et, je comprends ce que tu me dis, du coup. Mais bon, malgré ça, quand même, des super performances, surtout sur des distances. Je pense notamment au Tessin, on pourra peut-être en parler un petit peu après, où du coup, bah, le poids de la natation est quand même vachement plus important parce que, voilà, plus la distance est petite, je pense que plus il y a vraiment ce besoin d'aller vite et de pas trop partir en retard sur le vélo. Avant ça, ça m'intéresse toujours les voyages. J'adore voyager et en fait, quand je combine une course, c'est toujours avec un voyage. T'étais dans quel endroit en Chine, toi? Du coup, t'as grandi dans quel endroit là-bas? J'ai grandi en fait dans trois villes différentes, Canton, Pékin et Shanghai, donc vraiment les trois plus grosses villes. Ça représente 10 ans de ma vie en fait, Wow. de 6 ans à 16 ans. Donc voilà, c'était vraiment toute mon enfance et c'est pour ça que je fais pas mal de fautes de français. Je préfère le dire maintenant. C'est parce qu'en fait, j'ai jamais été à l'école française. Jamais de ma D'accord. vie. Puis que j'ai commencé dans l'école allemande. Après, j'ai fait l'école internationale et après, j'ai fini bac et licence en Angleterre. Donc vraiment, il y a 0 année de français là-dedans. Donc je m'excuse d'avance. Écoute, y a aucun problème. T'avais appris du coup un peu enfin, soit mandarin, cantonais ou t'avais réussi Ouais, à... Génial. on va pas se mentir, le plus les années passent, le plus c'est distant. Mais J'imagine. c'est pas une langue que je pratique tous les jours, mais effectivement, quand on y habitait, on le pratiquait tous les jours pour se déplacer. Et je commençais à bien me débrouiller, mais voilà, maintenant, ça fait quasiment 10 ans que j'ai déménagé déjà. Ouais. Donc, Génial. Et après, du coup, t'es allé aux States, c'est ça, si j'ai bien compris. Et t'étais dans quelle ville là-bas, du coup? du coup, aux States, en fait, j'y suis née, donc c'était Ah, vraiment avant. c'était avant alors. Ok, d'accord. Très bien. J'ai eu le truc à l'envers. Voilà. Ça marche. Donc les States, j'y suis née. Donc en fait, j'ai la dual nationalité française-américaine, Cool. mais Ok. me considère pas vraiment américaine. D'accord. Ok, ça marche. Écoute, pour revenir un petit peu peut-être du coup sur ton parcours, bon, tu as commencé à avoir un classement PTO à partir de 2023. Je crois que tu avais fait ta première course professionnelle cette année-là. 2024, tu commences à avoir pas mal de bons résultats. Ça se rapproche clairement des podiums. 2025, tu fais des super podiums, que ce soit sur 73, sur full aussi. Tu fais 3 T100. Tu peux nous parler peut-être un petit peu de justement bah, ton parcours, comment tu as découvert un petit peu le monde professionnel du triathlon après avoir pratiqué voilà, quelques années comme amateur. Et ce qui m'intéresse aussi peut-être, c'est la différence que tu peux percevoir, bah, tout simplement, tu vois, quand tu arrives sur une course en tant qu'amateur, puis ensuite en tant que professionnel, et après en tant que professionnel dans un je veux dire, un milieu qui en fait est vachement élite sur le T100, où là je pense que c'est encore autre chose que sur les 73, même sur les Pro Series. C'est quoi un petit peu ta vision sur tout ça? Ouais, donc moi j'ai commencé, mais vraiment mes 73, les premiers que j'ai fait, c'était en 2023. Et là j'ai fait toute une saison amateur 73 où j'avais gagné les championnats du monde en amateur. Et c'est là où j'avais eu ma licence plus tôt dans l'année, mais je me suis donné le temps vu que c'était vraiment mes premiers triathlons. Parce qu'en fait avant ça j'ai eu encore une blessure qui m'a pris 1 an et demi. Enfin une blessure, j'ai surtout eu un accident de vélo, je me suis cassé 3 vertèbres. Donc en fait le temps que je revienne, que je reconstruise une forme, on était déjà en 2023. Donc voilà, là j'ai enchaîné pas mal de courses où j'ai fait des bons résultats, j'ai eu ma licence pro, mais voilà, j'avais choisi de pas encore la prendre pour vraiment acquérir de l'expérience sur la distance avant de me jeter dans le monde professionnel. Donc voilà, donc cette saison je l'ai fait en amateur, sauf la dernière course où j'ai effectivement fait ma première course pro, en fait juste pour entre guillemets un peu m'en débarrasser parce D'accord. que c'était un peu stressant et du coup plutôt qu'y penser toute la période hivernale, j'ai choisi de la faire à la toute fin de saison. Comme ça, au moins, j'en avais déjà fait une et je commençais 2024. J'avais déjà un tout Tu petit savais peu ce que c'était, d'expérience. quoi. Ouais, Ouais. Et, exactement. et, et, et du coup, tu as vu, parce que du coup, je comprends que tu anticipais peut-être un petit peu ta
première course en pro. Est-ce que l'anticipation, elle était méritée ou est-ce qu'en vrai, c'était juste finalement une course comme une autre? Tu l'as vécu comment celle-là? C'était Vieux-Boucau, c'est ça? C'est ouais, c'est ça, c'était Vieux-Boucau. D'accord. En soi, c'était une année où il y avait un ouragan. Il y avait vraiment une météo mais terrible. Mais ouais, après ouais, je l'anticipais vachement parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait, ce qui est totalement faux. En fait, la seule personne qui regardait, c'était moi-même. Et t'as l'impression d'avoir un peu plus de pression parce que tu dis, bah maintenant c'est ma vie, c'est ma carrière, enfin c'est mon job. Donc c'est vrai que tu te mets un peu plus la pression parce que imagine tu performes pas, imagine tu y arrives pas. Ouais. Ce qui était le cas, j'avais pas fait une course de ouf. Enfin je l'avais trop stressé, j'étais pas bien, j'avais pas dormi, enfin ouais, j'étais fatiguée de ma saison et c'était pas une très belle course pour moi, mais c'était une hyper belle expérience et non, moi je l'ai fait, je suis passée à autre chose. D'accord. Et du coup, 2024, c'est ta vraie première saison en tant Oui, c'est que ça. professionnel. Euh, Ouais. Là, est-ce que tu as abordé les choses un petit peu différemment par rapport à ce que tu faisais avant comme en tant qu'amateur, peut-être en termes de, je sais pas, de volume, en termes de sérieux de la prépa, même si en fait en tant qu'amateur, tu peux être ultra sérieux aussi, mais là du coup, comme tu viens de le dire, voilà, c'est ton job après en un sens. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi à ce niveau-là? Je sais pas s'il y a des choses qui ont forcément changé, parce qu'en fait, même quand ma première saison amateur, j'avais eu un accord avec mes parents pour prendre une année off des études pour voir un peu enfin, si je pouvais en faire ma carrière. Du coup, en fait, j'étais amateur, mais c'était comme si j'étais déjà professionnelle entre guillemets. C'est juste que t'as moins de pression et les courses, la dynamique est un peu différente. Et c'est vrai que 2024, en fait, pour moi, la première année, c'était de faire le plus de courses différentes possible dans des endroits différents pour voir un peu bah voilà mes qualités et pas avoir peur de se confronter au niveau pour voir un peu bah, où j'en suis comparé à d'autres filles, mes faiblesses. Bon, ça, enfin, je le savais un peu d'avance que c'était la natation, mais là, ça s'est vraiment, vraiment fait ressentir. Sur 73 en amateur, on part dans un rolling start, donc il n'y a pas de master. Enfin, Ouais. c'est pas pareil comment tu gères ta course. Là, tu vas vraiment plus jouer stratégie et t'es plus en confrontation directe, donc mentalement c'est aussi totalement différent. Donc voilà, 2024, c'est vraiment une année de d'apprentissage pour moi. Et après, tout cet apprentissage, je l'ai vraiment utilisé pour construire ma saison en 2025, changer des choses. Et je pense que ça s'est bien vu dans ma saison et dans mes résultats. Et surtout, j'étais nettement moins stressée. Ouais, non, bien sûr. Et du coup, bon, la natation, en fait, malheureusement, tous les gens qui commencent tard, j'ai l'impression que c'est un truc. Après, tu peux quand même. Enfin, je veux dire, t'as fait quand même des super perfs, donc c'est clairement pas un truc inatteignable. Mais voilà, ça part de plus loin. C'est pas aussi simple que pédaler et courir. Je pense il y a tout le côté C'est clair. technique qui est un peu relou. Tu disais de la dynamique aussi. Qu'est-ce que tu as perçu en fait en termes de justement changement par rapport voilà aux courses groupe d'âge et aux courses professionnelles en termes d'approche de la course en elle-même? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui se font plus alors enfin c'est pas en équipe mais tu vois notamment quand tu roules avant tu avais encore une distance un petit peu plus courte que maintenant, c'est à ce niveau-là surtout qu'il y avait une dynamique différente ou ça Ouais, se matérialisait totalement. comment en fait? Ouais. Parce qu'en fait, en amateur, comme je disais, c'était en rolling start. Moi, étant pas la meilleure nageuse du monde, je sortais rarement de la natation en première. Même surtout en rolling start, il y avait toujours des gens devant moi. Et bah là, c'était hommes-femmes confondus. Donc forcément, sur le vélo, je me retrouvais tout le temps entourée de monde où il y avait justement une dynamique à vélo et des gens à te tirer. Passage en pro, il y a beaucoup de start list chez les femmes. On est encore 10 ou 15 au départ. Tout d'un coup, bah, tu sors un peu loin de la natation, bah, tu te retrouves tout seul. Et j'ai déjà fait des 90 km sur un 73 où j'ai peut-être doublé un ou deux vélos. Donc D'accord. c'est vrai que mentalement c'est pas du tout pareil. Tu deviens très seul, ça devient très mental. Et en fait il faut enfin il faut vraiment réussir à rester dans sa course et être positif et arriver à bah voilà se donner et pas ça devient beaucoup plus mental en fait. T'es un peu plus isolé, un peu plus seul. En fin de saison, quand je nageais un peu mieux, voilà, j'avais plus de dynamique, tu remontes plus le parcours. Voilà, c'est un peu plus excitant, mais c'est vrai que les premières courses pro, en fait, d'un coup, tu te retrouves totalement isolé et t'as l'impression que c'était sur la bonne route ou pas, quoi. Tu te Ouais, poses ouais, la je question. comprends. Bon, malgré ça, tu as quand même réussi à faire des bonnes perfs. Je crois que tu finis 2 fois au pied du podium. Enfin, voilà, c'est la pire des Ouais, positions, probablement quatrième, mais c'est quand même, finalement, c'est quand même pas si mal quand tu
remets ça dans le contexte. Je crois que tu finis 5e aussi à Varsovie. Et la saison se passe au final, voilà, pour une saison d'apprentissage, une première saison pas si mal. Et donc là, on enchaîne sur 2025, qui du coup est quand même la saison où il y a quand même pas mal de choses, j'ai l'impression, qui se sont mises en place de ton côté. C'est peut-être ce que tu as appris justement en 2024 qui t'a permis de à la fois faire des super résultats, faire des podiums, te faire aussi, j'imagine, remarquer par l'organisation du Tessan auquel tu participes 3 fois. Tu peux nous parler peut-être un petit peu du justement passage de cette saison, un petit peu d'apprentissage à la saison dernière où j'ai l'impression que vraiment il y a un gros palier qui est passé. Ouais, je pense que j'ai appris vraiment plein de choses de ma saison 2024. Déjà, quel parcours me correspondent, enfin, quel genre de choses me correspondent. J'ai aussi pris beaucoup plus de départs de course depuis 2023-2024. Du coup, c'est que des expériences que j'ai acquéries et du stress en moins, du coup, enfin, j'appréhendais moins les courses déjà en 2025. Aussi, on a vraiment instauré des routines, on a un peu plus peaufiné l'entraînement, de voir en fait ce qui marche et ce qui marche pas pour moi, tous ces genres de choses. Et voilà, du coup, c'est vrai que j'aborde la saison 2025. Surtout la course qui m'a vraiment donné confiance, c'était Challenge Gran Canaria. En fait, c'était marrant parce que avant une course avec mon coach, on va toujours prévoir un peu les scénarios de course pour un peu savoir comment aborder, voilà, comme planifier entre guillemets des scénarios pour être prêt le jour de la course. Et en fait, j'avais planifié tous les scénarios sauf celle où je prends la tête de course sur le vélo. Donc c'est vrai que D'accord. j'arrive en tête sur le vélo et en fait je m'y attendais tellement pas que j'ai paniqué. En fait j'ai pas compris, je me suis dit mais j'ai rien à faire là, je comprends pas pourquoi je suis là, j'ai pas compris et, euh, et du coup c'est vrai que j'ai un peu paniqué et c'est marrant parce qu'on m'aurait dit avant la course bah tu vas prendre la tête de course, tu vas être devant, tu vas être sur une course pro ou tu vas être première, bah j'aurais tout de suite signé alors qu'en fait là j'étais dans un état de panique en mode oh, je sais pas quoi faire, j'ai pas du tout l'habitude d'être dans cette position là. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la course qui m'a donné confiance en moi dans les 3 disciplines et je me suis dit mais en fait je peux le faire. Et suite à ça j'avais eu un message du Tessan pour m'inviter sur la course à San Francisco et là c'était fou parce que c'était je pense j'avais eu l'appel pour 100 francs à peu près 3 semaines ou 2 3 semaines avant d'y aller. Donc c'est vrai qu'il y a pas masse de temps de se faire à l'idée entre prévoir le déplacement, y aller, stresser, parce que ça, il me Ouais, faut une ouais, ouais. période. Il me semble que ouais, tout le monde était un peu étonné que j'y aille, mais moi, la première, enfin, j'ai pas compris pourquoi moi, mais après, je me suis pas posé 10 000 questions. J'ai dit, bah, en fait, il faut que j'y aille, il faut que je prenne de l'expérience et surtout San Francisco, c'était une course qui m'inspirait vraiment parce que c'est une natte courant favorable. Déjà, pour une non-nageuse, c'est hyper cool. Surtout contre des filles comme ça, c'est vrai que je me suis dit, bah, s'il y a un parcours à faire sur le circuit Tessin, c'est bien celui-là. Surtout que derrière Ouais. le vélo, il est hyper dénivelé, hyper raide. Et moi, je suis quelqu'un, je fais 1m50, 47 kilos. Donc, moi, le plus c'est dénivelé, le plus ça m'avantage comparé à des filles qui sont un peu plus grandes, un peu plus costaudes que moi. Donc ouais, j'ai tout de suite signé et c'était, ouais, voilà, je pense que c'est vraiment ces 2 courses qui m'ont vraiment fait changer de catégorie. Et après, je me suis dit, mais en fait, il y a plus de limite maintenant, on peut y aller, quoi. Ouais, clairement, le niveau sur les T100, il est assez ouf en vrai. Et je pense que, enfin, finalement, assez tôt dans ta carrière, juste voilà, une saison après vraiment avoir fait la transition et très tôt dans la saison au final, je trouve que c'est génial. Et surtout, enfin voilà, c'est pas la course juste à. Tu l'as fait aussi en Espagne, mais il y a un côté, enfin voilà, tu pars quand même à San Francisco pour une course, c'est quand même assez sympa, quoi. Il y a un côté. Il y a un côté cool dans cette histoire-là. On va y revenir parce que j'ai plein de questions du coup sur ce que tu m'as dit là. Mais qu'est-ce qui en fait alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais t'as perturbé ou du coup t'as interpellé quand tu te retrouves en première position sur le vélo à Gran Canaria. En fait, je pense que c'est que j'ai toujours l'habitude de chasser et là, j'étais la personne chassée et du coup, la seule chose qui pouvait se passer, c'est que je descende, en fait. Et en fait, je pouvais que faire moins bien que ce que j'étais actuellement. Et je pense que cette idée-là me stressait un peu. Et finalement, en Ouais, je fait, comprends. je fais deuxième à 30 secondes. Et ça, c'était vraiment ma phobie, en fait. Et pourtant, ouais, j'avais vraiment, enfin, j'étais vraiment fière de ma course sur les 3 distances et j'étais déjà hyper étonnée de faire deuxième. Je me suis dit, il y avait quand même des filles qui étaient assez fortes que j'appréhendais sur la start line et du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux être parmi ces filles et en fait, je peux me battre pour un podium si, Ouais. en fait, je me donne les moyens et j'arrête d'avoir peur. En fait, j'avais limite peur d'être devant. Et ça m'a vraiment frappé quand j'étais dans cette position. Je me dis, mais pourquoi t'as peur? Enfin,
travailles toute l'année, tu t'entraînes toute l'année pour ça en fait. Et je Ouais. pense que c'est vraiment un déblocage mental pour moi parce que j'ai bah surtout ouais au Tessin un peu surtout j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur en mode j'ai rien à faire là et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi à Gran Canaria quand j'étais en tête du vélo. En fait, je me suis dit mais attends moi je suis pas censée être là quoi. Il y a un problème. Et c'est Ouais, je vrai comprends. que ce début de saison en fait m'a donné énormément de confiance pour la suite et en fait m'a dit bah en fait je peux y aller quoi. Ouais, non, je comprends. Et du coup, par rapport à ça, parce que tu m'as dit que tu avais planifié un petit peu tous les scénarios qui pouvaient se passer, sauf celui-là, de te retrouver en première position. Est-ce que dans ta prépa, tu intègres du coup de la préparation mentale, ou alors c'est plus en fait en termes de stratégie, comment aborder la course? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Comment Ouais, est-ce que ça se passe à ce niveau-là? je fais pas mal de visualisation. C'était quelque chose que j'avais pas mal mis en place sur l'Ironman notamment, parce que c'est une course que j'appréhendais. Du coup, voilà, en fait, je me donne tous les scénarios possibles sur la course. Enfin, je pensais, mais faisablement non. Pour que quand ça m'arrive, et ben en fait, j'ai un peu déjà la solution et ça, je peux mieux aborder la course avec moins de stress. Mais voilà, après, j'ai pas de prépa mentale actuellement. Euh, voilà, mais je fais juste un petit programme de visualisation et après avec mon coach Soli, bah voilà, on planifie, on stratégise en fonction de qui est sur la ligne de départ pour voir les forces et les faiblesses de chacun. Et voilà, moi je pensais que en fait, j'avais pas visualisé la tête sur le vélo parce que je l'avais visualisé à pied. Euh, voilà, c'est pour ça que Je comprends, ça marche. Et en termes d'entraînement, donc Solis, c'est ton compagnon, hein, si je me trompe pas, oui. avec qui tu t'entraînes. Vous avez une structure d'entraînement aussi, hein, si je me trompe pas, ensemble. Comment ça se passe en fait au quotidien d'être à la fois, enfin voilà, compagnon dans la vie, coach. Est-ce que c'est facile à gérer? Est-ce que c'est un atout peut-être? Est-ce que parfois c'est des petites frictions? Est-ce que ça permet d'adapter mieux finalement à ce dont toi tu as besoin pour performer? En fait, ça n'a jamais été le but tout début quand on s'est rencontrés qui me coach. En fait, ça s'est fait assez naturellement quand j'ai eu mon gros accident de vélo. Et en fait, j'allais partir avec un autre coach. Et finalement, je me suis dit que la meilleure personne pour me coacher, c'était quelqu'un qui me voyait au quotidien pour que quand je reprends de cette énorme voilà, blessure, et ben que quelqu'un me voyait au quotidien et je me poussais pas trop loin parce qu'en tant qu'athlète, on a du mal à se mettre des limites. On a souvent tendance à arrêter quand c'est déjà trop tard. Donc c'est vrai que c'était pas mal d'avoir quelqu'un qui me voyait au quotidien, surtout que j'avais quand même voilà 3 vertèbres cassées. Tant que tout ça se remette, j'ai eu 2 opérations. Voilà, que j'ai quelqu'un qui me voit au quotidien, en fait, pour être sûr qu'on reprend correctement et que moi, je me mentais pas à moi-même. Et lui, il me connaît mieux que personne, donc ça fonctionnait comme ça. Et en fait, après, ça a tellement bien fonctionné et on travaille vraiment bien ensemble, on communique bien, on se comprend bien. Ça n'a jamais été question de changer de coach pour moi. Ça fonctionne hyper bien. Après, je pense que c'est un gros atout. Si on regarde pas mal des top pro femmes, en fait, elles sont coachées par leur conjointe. Par C'est exemple, vrai. Lucy Charles, Laura Philippe, des filles comme ça. C'est vrai que c'est souvent une dynamique, je pense, qui marche bien chez les femmes. Pour nous, ça fonctionne super bien. Donc, pour l'instant, on continue comme ça. Et voilà, forcément, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que, bah, il y a coach et copain. Et du coup, des fois, les deux peuvent un peu intermêler. Et des fois, il faut trouver un peu le bon dosage, on va dire. Mais Ouais, non, voilà. clairement. Moi, je trouve que c'est vachement utile parce que ça, je pense, te permet de vraiment répondre aux besoins dont toi tu peux avoir ponctuellement. Au final, que ce soit, enfin voilà, il voit si tu assimiles bien les entraînements, si tu as besoin de plus de repos. Enfin, il y a pour le coup la possibilité de faire une mise à jour du programme très 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 rapide Exactement. en live. Donc ça, franchement, c'est top. Que du coup, lorsque vous êtes, enfin, tu es passé de voilà, ta saison 2024 déjà comme professionnel à celle 2025 avec des distances un petit peu différentes, avec un poids peut-être un petit peu différent aussi, par exemple sur les T100, sur la natation, peut-être être un petit peu plus punchy sur même vélo et course à pied au final que sur un 70.3. Est-ce que ça, vous avez mis en place des choses différentes ou c'était juste en fait vraiment le prolongement, vous avez juste fait des petits ajustements? Euh, Comment vous avez approché un petit peu ton entraînement pendant cette saison, la dernière finalement? Ouais, du coup, ouais, ce qu'on a vu qui marchait quand même hyper bien pour moi, c'était de faire beaucoup de seuil LT2 et de la VO2. Je sentais que quand je faisais pas assez de VO2, j'avais tendance à vachement m'encrouter et moi, ça marchait pas du tout pour moi. Donc, ouais, pour les T100 notamment, bah, c'était vraiment beaucoup de VO2 parce que c'est très rapide. Et en fait, c'est quasiment un sprint sur 3 heures, quoi. Donc, Ouais. voilà.
Moi, c'est vraiment. Ouais, Ouais, je après, comprends. c'est déjà quelque chose qu'on mettait en place. Avant, on faisait un peu plus de LT1, LT2. Là, ça a plus bougé, on va dire, à LT2, VO2. Et c'est vraiment. Enfin, moi, je réponds hyper bien à ça, quoi. J'ai vu une de tes dernières vidéos où vous faites des séances un peu, effectivement, assez rapides sur la piste en main. C'était, Ouais, j'imagine, je pense, ce genre de séance-là ouais, dont tu exactement. parlais. Ouais, Oui, ok, oui, je comprends. ouais, j'adore ce genre de séance. C'est vraiment ce qui me fait progresser, ce qui m'a fait passer des gros caps, notamment à pied, où ça s'est vu sur le deuxième T100 que j'ai fait, où j'avais fait le troisième temps à pied. Et là aussi, c'était vraiment cool. Tout mon travail VO2 à payer. Ouais, non, clairement, clairement. Et bah, on en vient à ta dernière course de l'année dernière, qui était du coup, après avoir fait le Tessan à Gold Coast, l'Ironman en Australie, où là, pareil, tu finis troisième, donc pour un premier Ironman, super performance. Est-ce qu'il y a eu des petites adaptations en termes d'entraînement que vous avez mis en place? J'imagine déjà rallongé nécessairement et euh, peut-être un focus aussi sur la nutrition. Des petites choses finalement classiques, mais est-ce qu'à côté de ça, il y a eu d'autres choses qui t'ont permis justement de faire cette belle perf là-bas? Ouais, bah alors en fait, on avait déjà mis pas mal de choses en place déjà toute l'année parce que je savais que le gros objectif quand même pour moi, j'avais toujours en tête de faire cet Ironman là. Du coup, on avait déjà fait quand même pas mal de volume toute l'année, donc les bases, on va dire, elles étaient là. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas changé tant de volume que ça. C'est juste que les séances, du coup, et la répartition du volume a été vraiment différente. On a quand même vachement baissé les intensités. Moi, j'ai pas fait beaucoup de LTD ou de VO2 de ma prépa. Alors, j'en ai fait ponctuellement. Il me semble que j'ai fait un 10 fois 800. En natte, on a vraiment gardé tout ce qui était LT1, LT2, VO2. Enfin, on a vraiment gardé le travail à haute intensité. Parce que bon, la natation, je trouve qu'il faut faire de l'intensité un peu tout le temps dans tous les cas. Et après, du coup, ce qui s'est passé, c'est ouais, on a juste réparti un peu le volume différemment. On a quand même baissé l'intensité, beaucoup de focus allure Ironman. Et voilà, juste des grosses sorties. J'ai pas fait des trucs, on va dire, de ouf. Ouais, J'ai juste fait beaucoup tout le temps, en fait. Nous, notre philosophie avec Soli, c'est vraiment de faire, plutôt que faire des séances impressionnantes, on veut faire des bonnes séances. On est capable de faire ça sur 5 6 semaines. Donc, je pense que j'ai fait 5 ou 6 semaines à 27 28 heures d'entraînement. Après, je m'entraînais déjà entre 26 et, enfin, autour de 26 heures toute l'année comme ça. Donc, c'était pas non plus énorme en plus. Voilà, et en plus, vu que l'intensité est plus basse, je me suis permise de faire un peu plus de volume. Mais après, c'était des sorties de 4h30, 5 heures, pas plus, parce que je savais que l'Ironman, c'était une course plate. Il n'y avait pas besoin de faire des sorties de 7 heures de vélo, enfin, à mon sens. Et voilà, du coup, on va dire, rien fait de ouf. J'ai juste fait 4h30 de vélo, bah, 2 fois semaine. Et après, des sorties longues à pied avec, bah, je pense que la plus longue, c'était avec 27 kilomètres allure Ironman en ok, continu. Voilà, et après, ouais, voilà, je courais autour de 75 80 km semaine, j'en nageais 22, et à vélo, je devais être autour de 14 heures, un truc comme ça. Donc voilà. Donc j'ai rien, on va dire, on m'a pas vu faire des séances de 40 km à pied ou de 6 heures à vélo, mais par contre, on m'a vu faire des bonnes séances, on va dire, ouais, un peu toute la semaine. Ça, voilà, c'est comme ça que je pense qu'en fait, j'ai hyper bien, enfin, j'étais hyper prête pour les demandes du jour. Et après, en termes de nutrition, bah, je me suis toujours concentrée sur ma nutrition, bah, les séances spécifiques à vélo et à pied. Après, c'est vraiment quelque chose, je me suis vraiment concentrée sur ça toute l'année. Je suis quelqu'un qui, on va dire, qui mange bien à l'entraînement. ouais. Il faut pas me, on Faut me pas te force pas forcer. trop. Non, il faut pas me forcer. Ça va. Non, non, bah c'est cool. Et du coup, t'as pas trop pris l'approche des Norvégiens de mettre des séances où c'est vraiment la punition, que ce soit en course à pied ou à vélo. Mais je trouve ça finalement pas mal. Et en vrai, je pense que ça parle beaucoup plus aussi, bah, tu vois, des gens comme moi qui, enfin, ne peuvent de toute façon pas facilement consacrer autant de temps. Et la majeure partie, je pense, des gens qui vont nous écouter. Où, au final, tu peux quand même t'en sortir. Et toi, en plus, dans un field de professionnel, pour une première course, t'as fait une super perf voilà, en ayant quand même une certaine balance, en évitant les séances qui sont juste des punitions hein, et en performant quand même super bien. Donc ça, c'est assez cool. Bah, Euh, je pense on a tendance à vouloir en trop en faire, en fait. Et au final, on arrive à la course, on est déjà cramé. Et du coup, clairement. moi, déjà, j'étais consciente du fait que mon Ironman était en décembre et j'avais déjà commencé ma première course en mars. Et du coup, ça, j'en étais vachement consciente que, en fait,
tu peux déjà être bien cramé en décembre. Et moi, j'avais jamais fait une course en décembre aussi tard dans l'année. Alors ça va que j'ai fait toute ma préparation en Australie, j'avais l'impression d'être en été. Mais en fait, je trouve que en voyant beaucoup de gens qui étaient autour de moi en Australie s'entraîner, en fait, finalement, il y avait beaucoup de filles qui étaient avec moi qui ont DNF ou fait des contre-perfs parce qu'en fait, elles se sont tellement cramées à l'entraînement à surcourir largement au-dessus des allures Ironman. Finalement, moi, toutes mes courses à pied Ironman, j'ai fait 4,15 au kill. Le jour de la course, je fais 4,15 au kill. Enfin, j'étais en fait, j'étais hyper spécifique sans vouloir en faire des caisses parce que c'était mon premier, mon premier Iron, on était en décembre. Et en fait, finalement, voilà, les séances, je les ai faites. J'ai rien fait, j'ai pas essayé de surperformer sur mes séances. J'ai essayé de faire hyper spécifique. Et finalement, le jour de la course, j'ai juste exécuté exactement comme à l'entraînement. Et bah, c'était suffi pour une troisième place, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ta prépa Ironman vraiment, du coup, spécifique pour cette course-là, tu l'as commencé combien de temps à l'avance? Parce que je comprends que, je pense que c'est une approche très bonne, pas vouloir se cramer, pas vouloir arriver déjà avec des séances des saisons, pardon, qui sont vachement rallongées. Là, ceux qui ont commencé en Nouvelle-Zélande, je pense que ça va faire tard s'ils veulent finir en décembre en termes de saison. Tu avais commencé ça vraiment à mettre des choses un petit peu plus spécifiques. Donc, je comprends essentiellement en vélo et en course à pied. À partir de quand, de ton côté? À partir de Tessant Wollongong, quand j'ai DNF à cause de Covid, Direct. euh, voilà, j'ai fait une semaine pour me remettre de ma maladie et après j'ai tout de suite enchaîné avec mes semaines. Je n'avais avec le club de JR, je sais pas si ça te parle. Donc c'était C'est à Noosa, ça, non? c'est à Noosa, ouais. C'est à Noosa, ouais. J'ai 6 kilomètres minimum tous les matins de 5h30 à 7h30 et après j'enchaînais avec mes séances à pied et à vélo. Voilà. En même temps, dans ce cadre-là, je pense que ça passe vachement mieux que si tu vas à la piscine éclatée du coin. C'est Ouais, autre chose, quoi. c'était trop bien. En vrai, ça m'a fait passer beaucoup, beaucoup de caps à la natte avec lui. Et du coup, c'est pour ça qu'on envisage d'y retourner pour vraiment faire des gros focus natation. Parce que, ouais, comme tu dis, c'est un cadre de ouf. Et voilà, c'était trop chouette. Ouais, non, c'est clair. Donc, il y a des chances qu'on te revoie sur l'Ironman en Australie, c'est ce que ça veut dire aussi Ouais. D'accord. Trop bien. Alors, pourtant, j'aurais pas dit, vu que le parcours est tellement plat à vélo, c'est une phobie pour moi. Mais j'avais tellement adoré la course et l'environnement et les gens et tout ça que, ouais, sûrement j'y retournerai, sûrement, plus tôt que tard. Ouais, non, bah, je te comprends. Moi, je connaissais pas du tout cette région-là. J'ai vécu en Australie un moment, mais c'était sur la côte est, du coup, et c'était la première fois que j'allais sur Perth et Bussa au sud. J'ai trouvé ça ouf. C'est beaucoup plus, pas sauvage, parce que c'est quand même civilisé, mais un peu moins avancé, disons, tu vois, un peu moins urbanisé, un peu moins, ça reste encore, enfin, c'est le Brisbane que j'ai connu il y a peut-être une vingtaine d'années, quoi. Donc, c'est assez Clair. cool. Et tu peux nous raconter peut-être un petit peu justement, ton expérience sur cette course-là? Moi, je l'ai adorée. Je pense que c'est une de mes courses préférées. L'ambiance était ouf, le cadre, le parcours vraiment très, très sympa aussi. Mais de ton point de vue, justement, et en plus, enfin voilà, c'était ta première full distance. Si tu peux nous en dire un petit mot sur ça. Ouais, bah en fait, je suis arrivée hyper sereine sur cette course. Je sentais que j'étais hyper prête, que voilà, que j'avais fait le travail et maintenant il fallait plus d'exécuter ce que j'avais fait en fait. Et non, c'était trop chouette. La natation, je suis partie. Bah en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de progrès en natation avec le club de JR. Et je me sentais très bien à l'échauffement. Je me suis dit, ah, trop chouette, je vais bien nager, je le sens. Et je suis partie 400 mètres dans les pieds du premier groupe et j'ai vite capté que j'étais pas où j'étais censée être quand même, que ça partait vraiment très très fort. Et en fait, ouais, c'était trop cool parce que du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans le groupe 1 et en fait, ça m'a cramé. Enfin, clairement, ça m'a cramé. J'ai pensé que j'allais jamais sortir de l'eau, que c'était interminable cette natation. Les 3 km 8, ça m'a paru interminable. Mais bon, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'étais ok contente de mon temps. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. Mais pour une Ouais. première, j'ai plus ou moins nagé ce que je nageais avant sur 73, donc j'étais plutôt contente. Et après, je suis partie sur le vélo. Je me sentais vraiment pas bien. Pendant 90 km, j'étais pas bien. Maintenant, avec les datas que j'ai eu après, j'ai Ouais. capté que j'ai fait enfin, en fait, j'ai fait un pic de chaleur dans l'eau. Ok. Je pense sur mon premier 400. Je me D'accord. suis clairement cramée.
Et en fait, j'ai mis 90 kilomètres à vélo à m'en remettre. Et en fait, tu vois, mon cardio était extrêmement haut, ma chaleur corporelle était très très haute et j'ai mis 90 kilomètres à m'en remettre. En fait, j'arrivais pas à me rafraîchir. Te rafraîchir, Et, ouais. Ouais. et c'est fou parce que si tu regardes la deuxième boucle, j'ai perdu 6 minutes alors que bah, tu y étais, il y avait beaucoup plus de vent. Ouais. J'ai perdu 6 minutes sur ma deuxième boucle à vélo, donc j'ai fait 6 minutes de mieux. Et j'ai pris 20 ou 30 watts et avec 20 BPM de moins, quoi. Et Ouais, il y a eu un truc qui s'est passé clairement sur, voilà, sur la première boucle. Ouais, ouais, ouais. exactement. Donc en fait, après, ouais, j'ai vu quand même, je pense que j'ai fait un gros pic de chaleur. Après, on le voit vraiment redescendre et après se stabiliser le reste de la course. Mais mon premier 400 nat, je pense que je l'ai vraiment payé. Bref, j'ai essayé à rester hyper positif dans la course parce que je me suis dit, la journée est longue, on va pas paniquer. Ok, là, c'est pas du tout les watts que je voulais mettre sur la première boucle, mais ça va revenir, j'en suis sûre. Et voilà, ça a vraiment. Enfin, je me suis juste concentrée sur ma nutrition, être patiente, rester calme et profiter aussi du cadre. Et voilà, deuxième boucle, je me sentais trop bien, donc elle est passée super vite, je me rappelle même plus. Je pense que j'étais. Maintenant, j'ai l'impression que. Ouais, je me rappelle même plus ce qui s'est passé, ça passe tellement vite finalement. On n'a pas le Ouais, temps de c'est vrai que, s'ennuyer. bah, surtout quand t'es bien et que t'es C'est pas là à ça, souffrir à chaque seconde, le truc c'est ouais, c'est long, mais c'est pas si long que ça finalement dans la non, tête. Ça c'est peut être ça. assez rapide. Ouais. Ouais, et du coup, en fait, je pense que vu que j'étais vraiment mieux la deuxième boucle, toutes les filles qui étaient parties un peu fort, elles commençaient à ralentir. Et moi, à l'inverse, j'ai fait un négatif split. Du coup, je commençais à rattraper pas même le monde. Donc, mentalement, tu te motives vachement parce que t'es assez bon, je suis re dans le match. Et en fait, je pose le vélo et je suis vachement fraîche parce que finalement, en fait, comme si j'avais que pédalé 90 kilomètres. Et je pose le vélo et je vois, et mes jambes, elles sont hyper fraîches. Et je me dis, waouh, ça va être trop bien. Et du coup, je pars un peu, voilà, je pars vite, mais dans ma tête, c'était pas du tout vite. Enfin, j'avais pas du tout le ressenti que c'était vite. En fait, j'essayais de pas trop regarder la montre, pas trop me stresser de l'allure en fait, et juste me concentrer sur les ravitaux, me rafraîchir, je vois tourner les jambes. Et en fait, je suis quand même partie plutôt vite sur le premier 21 et ça m'a permis de repasser, je pense, troisième ou quatrième au bout de 15 kilomètres quoi. Je pense troisième au bout de 15 kilomètres. Donc c'est vrai que, en fait, tout de suite, je me suis remontée sur le podium. Donc après, le reste du marathon, pour moi, c'était maintenant, C'est tu géré, restes, quoi. quoi. C'était Maintenant, ouais, tu c'est ça. restes. Et voilà. Donc après, c'était hyper cool. J'avais une fille 2 minutes derrière moi, une fille 2 minutes devant. Donc ça a été un peu. Il fallait vraiment pas se louper. Et en fait, le marathon, pareil, j'ai l'impression que j'ai fait un blackout et j'étais déjà au kilomètre 40. Et ouais, il fallait juste finir. Et non, en fait, j'ai une course où finalement, tout s'est plutôt bien passé. Alors oui, le premier kilomètre, enfin les premiers kilomètres avaient été compliqués, mais une fois ça passé, tout s'est bien déroulé. Et sur le marathon, j'avais l'impression que le temps il passait vachement vite. Je me rappelle, je me disais, oh purée, je suis déjà au 25e. Enfin, pour moi, c'était pas, ah, il en reste 17, c'était, je suis déjà au 25. Donc, je Ouais, pense que je j'étais comprends. vraiment dans une bonne dynamique, et c'est trop cool d'avoir pu vivre mon premier Ironman aussi bien. Et je me rappelle à la fin de la ligne d'arrivée, je me suis dit, ah mince, il faut que j'en fasse un autre du coup. Mais maintenant, je me dis, c'est trop cool, j'ai trop aimé la distance et ouais, pour moi, j'ai vraiment eu une très belle expérience. J'ai pas eu de problème plus que ça en fait. Et voilà, j'ai très très bien vécu. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que ouais, j'étais hyper prête et ça faisait 6 semaines que je faisais 27 heures d'entraînement, je faisais du travail spécifique et en fait, c'était pas vraiment de la chance quoi. C'était. Voilà, mais tout s'est aligné. Bah, tu as tout mis en place pour voilà, performer et arriver prête le jour J. Donc, c'est top de voir que bah, le travail paye déjà et Ouais, que finalement, tu peux aussi venir d'un background qui, au final, est plutôt sur la moyenne distance avec un focus, comme tu disais, tu vois, sur des vitesses qui sont quand même des paces qui sont assez élevées pour les courses que tu as faites et bah, quand même réussir à super bien performer sur full. Ta perception, parce que moi, j'ai une préférence aussi pour les Ironman par rapport à des formats 73 ou autres. Et souvent, quand on parle avec les gens, c'est ouais, c'est super long, c'est l'horreur, machin. Moi, j'ai pas cette impression-là. Au final, j'ai l'impression. C'est clair que c'est un petit peu plus long. Le ressenti n'est pas en fait en ligne. J'ai l'impression avec quand tu regardes sur le papier, tu vois, tu vas te faire 180 bornes, ça va être l'horreur, le marathon et tout. Toi, tu l'as perçu comment ça par rapport aux distances auxquelles tu avais plus l'habitude? Je comprends que ça s'est quand même super bien passé. Tu penses que c'est dû du coup parce que voilà, c'est une sorte de flow et ça te déroule direct le jour J ou vraiment c'est aussi une distance qui, tu penses, toi, te convient bien finalement à ce niveau-là?
Ouais, je pense que les distances déjà me conviennent plutôt bien. Je pense que je suis un profil plutôt endurante. Enfin, je suis déjà venue dans ce sport très tard et je suis quelqu'un qui est quand même plutôt endurante et j'ai l'impression que je suis plus un diesel. Je pars tranquillement. Enfin, j'ai du mal à partir vite sur les courses comme les filles devant. Enfin, voilà, je suis un peu plus tranquille. Donc, je pense déjà le format, il me convient bien. Après, j'avais un peu peur j'étais aussi partie de ces gens de me dire, mais ça va être interminable. Enfin, j'ai jamais fait de marathon, j'avais jamais roulé 180 km. Je me suis dit, ça va être interminable. Et en fait, il se passe tellement de choses dans la course et c'est cassé avec les ravitaux, les gens, le paysage. En fait, tu t'es tellement concentré que les kilomètres, finalement, ils passent plutôt vite. Donc, voilà, on me l'avait dit avant, mais j'y croyais pas. Et en fait, c'est vrai que c'est passé vite. Et après, je pense que le marathon, ça peut vite être un calvaire si on n'est pas bien, et ça peut vite être très très long si on n'est pas bien. Mais c'est vrai qu'en fait, je sais pas, je pense que les allures, elles me font moins peur que sur Ouais. les T100 et du coup je l'abordais un peu moins stressée parce que je savais que cette allure je pouvais la faire avec les T100. C'est toujours un peu en mode bon, si je suis pas bien je courrais pas à cette allure là, donc c'est peut-être aussi une petite perception. Enfin, je sais pas, c'est moins dur très longtemps au lieu de très dur moins longtemps. Je sais pas, Ouais, je c'est comprends, hein, ça a du sens. Ouais, sur les T100, t'es au max en fait, quasiment en ouais. permanence, et là tu peux gérer davantage ton effort. Et du coup, en termes de nutrition, est-ce que tu avais adopté une approche différente par rapport à tes courses sur moyenne distance? Est-ce que tu as vu qu'il y avait quand même une place vachement plus importante pour la nutrition sur le full, ou est-ce qu'en fait tu avais la même approche avec le même, je sais pas, les mêmes grammages et autres, et tu as juste, enfin voilà, tu vois, doublé ça pour tenir la durée? Clairement, c'était une approche un peu différente dans le sens où là, je savais que il fallait pas que je me merde dans Ouais. ma nutrition. Je savais que un half, en vrai, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des semis sans manger parce que des fois l'allure est tellement intense que en fait j'y arrivais juste pas. Des fois quand il faisait très chaud, c'était très intense. Clairement, j'arrivais impossible pour moi de digérer, enfin de vouloir même prendre un gel, ça me dégoûtait. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de quand même faire des halves sans manger à la fin. Je recommande pas forcément, mais voilà, ça passe. Sur l'Ironman, je savais clairement que si je faisais une erreur de nutrition, ça pouvait vraiment se payer. Et du coup, j'étais hyper plus stricte sur, en fait, même si je voulais pas, il fallait que je mange régulièrement. Et Ouais. je savais exactement quand et j'ai suivi mon plan à la lettre, même quand je voulais pas. Et c'était très dur parce que ça, au bout de 8 heures, t'as clairement plus envie de manger de sucre. Mais voilà, je me forçais et ça n'a jamais été une question pour moi de louper. Il fallait juste voilà, suivre le plan. Après, j'avais des grammages un peu inférieurs. J'ai pas juste doublé parce que je pensais pas pouvoir ingérer autant sur autant d'heures. Ouais. Euh, et après, je m'étais entraînée avec les dosages exacts et les marques exactes à l'entraînement, enfin avec Pyrène. Et voilà, après, par contre, j'étais très très stricte. Ouais, ouais, je comprends, ouais, je Je pense qu'il comprends. n'y a pas de Non, place à l'erreur sur l'Iron pour ça. ça prend une place vachement plus importante et tu peux arriver ultra prête et vraiment au top de ta forme et en fait saboter totalement ta course parce que voilà, il y a un truc qui passe mal à ce niveau-là, t'oublies de boire ou t'oublies de manger ou un peu des deux au final Ouais. et ça peut vite dérailler. Dans le groupe de tête dans la natation, t'as un moment pensé aux requins qu'il pouvait y avoir là-dedans parce que moi je t'avoue que c'était dans la natation un truc que j'avais en tête en permanence quand tu vois les filets anti-requins, je crois qu'il disait il y avait deux, trois carcasses de baleines au large qui avaient attiré un petit peu des trucs. Et du coup, enfin, peut-être tu commences un peu à psychoter. Moi, j'avais vraiment ça en tête. Je sais pas si toi, tu penses à un moment donné ou Alors, la c'était. baleine, la carcasse, t'as bien fait de pas me le dire avant la course parce que j'étais pas au courant. D'accord. Après, je savais que la natte a été déjà annulée plusieurs fois à cause de requins, où ils ont déjà dû sortir tout le monde de l'eau à cause de requins. Bah, ça, je savais Alors, pas, hein, du coup. ah oui, bah du coup, voilà. Je sais qu'il y a tout le monde qui a dû sauter sur le jetty parce qu'il y a Aeroca dans l'eau, donc la scène, j'imagine même pas. Et après de repartir à vélo, j'imagine même pas le truc derrière. Mais alors, j'y ai pensé la veille quand j'ai fait une petite natte en eau libre parce que je me suis dit, il y a personne dans l'eau, enfin, il y a très peu de monde dans l'eau. Là, j'y ai pensé. Après le jour de la course, je pense que c'était tellement rupteur que c'était une question de survie pour moi. Ouais, c'est En clair. fait, je me disais juste, lâche pas les pieds, lâche pas les pieds, lâche pas les pieds. Et j'ai aucune pensée pour autre chose.
Mais c'est vrai que veille de course, j'étais pas sereine. Ouais, non, mais c'est souvent en fait dans des endroits qui sont assez cool comme ça, où tu vas avoir de la wildlife, tu vas avoir, bah, enfin voilà, ça peut être des requins, ça peut être des méduses, ça peut être des trucs un peu chelous, et c'est un peu la contrepartie d'avoir un cadre qui est magnifique. T'as souvent des trucs un peu chelous dans l'eau. Mais bon, non, c'est une expérience. Du coup, l'année prochaine, Sophie, en fait, bah, enfin l'année prochaine, cette année, du coup, en 2026, ça va ressembler à quoi ton programme? Ouais, du coup, cette année, je vais vraiment débuter avec le 73. J'ai eu pas mal de gens qui me demandaient si ouais, j'allais faire des Ironman avant Hawaï, et ma réponse est non. Euh, j'ai en fait vraiment envie de me concentrer sur le 73. J'ai pas fini avec cette distance. J'ai pas du tout l'impression d'avoir exploité mon potentiel sur la distance 73. Donc je me concentre là-dessus. Donc je vais commencer par la Challenge Gran Canaria. Cette année, j'ai ma revanche à prendre. Faut que tu finisses première. Je veux pas finir deuxième à 30 secondes, une deuxième année de suite. J'avais adoré cette course. Le parcours est vraiment à vélo est trop chouette. C'est quelque chose qui me convient très très bien. Il y a quand même 1400 mètres de dénivelé. Et c'est que des petites côtes punchy, Ouais, pardon. ouais, ouais. Et ça, j'adore. C'est vraiment le genre de parcours que je préfère. Donc, je vais commencer là-dessus. Après, je vais continuer avec 73 Aix-en-Provence. Pareil, c'est des parcours, enfin, c'est un parcours qui me convient vraiment bien à pied en termes de dénivelé et à vélo. Donc, j'adore ce parcours. Je l'ai déjà fait 3 fois, il me semble. Donc, voilà, hâte de refaire une quatrième course sur cette distance, enfin, sur ce parcours-là, à Aix. Après, je vais enchaîner avec le 73 de Nice. Pareil, c'est parcours à vélo dénivelé, il y a une petite tendance. Et après, Ouais, ouais, je vois potentiellement, ça. potentiellement Swansea, euh, l'Alpe d'Huez, à voir s'il y a des wildcards possibles avec le Tessin. Là, j'avais une wildcard possible pour le Tessin en Australie, la Gold Coast, mais pour moi, c'était trop tôt de déjà retourner en Australie alors que je suis revenue le 22 décembre, là, de partir en Australie si tôt dans la saison. Je pense que c'était vraiment trop. Il y a quand même une fatigue énorme avec un déplacement aussi gros. On s'en rend pas forcément compte. Mais c'est, ouais, moi j'ai vraiment mis longtemps à m'en remettre de revenir d'Australie. Bon, je pense qu'il y avait l'Ironman aussi, mais voilà, c'est quand même des fatigues non négligeables que après il faut se traîner le reste de la saison. Et Clairement. après, je vais vraiment faire voilà, toute la première partie focus 73 et après, je me ferai un gros focus sur Hawaï qui va être quand même mon gros objectif de l'année. Je vais pas y aller. Sans le préparer vraiment spécifiquement, j'y vais pas juste pour le finir, quoi. J'aimerais bien être le plus performante possible, donc j'y vais vraiment à 200%. J'y vais pas juste pour découvrir, entre guillemets. Euh, Même si clairement je vais découvrir, j'aimerais bien être performante là-bas. Et après, voilà, potentiellement prendre un vol Hawaï, Australie et y rester tout l'hiver, refaire Boston Town et refaire quelques mois de natation. C'est pas mal, c'est un beau programme. Sultan en fin d'année, moi j'avais regardé pour le refaire. Le truc, il est déjà sold out pour les groupes d'âge, donc je pense pas que j'aurai ma carte de pro d'ici là. Ça va être mort pour 2026, mais c'est un beau programme. Ouais, c'est fou que toutes les courses maintenant sont sold out tellement vite. Je sais que Soli galère vachement parce qu'en fait, moi, on a que mes inscriptions assez tard dans l'année et en fait, le temps que moi, j'ai le temps de décider mon calendrier, toutes les courses pour lui sont sold out, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Même des petits triathlons locaux sont sold out. Même nous, on a des trails ici, ils sont sold out. On peut même pas les faire. Alors, c'est fou, quoi. Mais c'est bien. Ouais, c'est clair. Les gens, ils sont à fond. Bah, ouais, c'est pas mal. C'est le sport qui est à la mode, mais c'est clair que je regardais pareil pour quelques courses cette année à chaque fois. Enfin, c'est un peu. C'est la fatigue, quoi, parce que t'as vraiment tout qui est booké des mois et des mois à l'avance, et même le truc en décembre, là, ouais, c'est mort, quoi. Donc, bon, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est un super programme que t'as. Et Kona, ouais, enfin, en soi, le parcours, il est pas facile à vélo, même si t'as pas d'énorme ascension. Donc, probablement pour toi, c'est quelque chose qui va bien te plaire, parce que ça monte quand même, je sais plus, c'est 1600 ou quelque chose. Ouais. C'est pas rien du tout, mais c'est toujours des petites bosses. Ça va te rappeler peut-être un peu le parcours à Gran Canaria, mais en plus long finalement. Et les conditions, ouais, ça va être un petit peu plus humide, un peu plus de vent probablement. Et
peut-être un petit peu plus d'indices UV là-bas, qui risque de faire mal. T'as prévu quelque chose en particulier pour préparer cette course-là? Tu vas faire ça voilà, en Europe, ou tu penses te déplacer là-bas un petit peu avant pour justement faire cette adaptation? Je vais arriver 2 semaines avant. Après, forcément, on n'a pas encore décidé le mois de septembre où on va être. Alors, je pense que ça sera forcément un stage spécifique Hawaï. Si j'ai le slot des mondiaux pour Nice, c'est quelque chose que je ferai parce que j'habite pas très loin. Mais du coup, je me suis pas encore fermé des portes parce que je sais pas forcément si je vais être qualifiée ou pas. Donc je sais pas trop. Après, c'est pas un objectif parce que je serai déjà en prépa Hawaï. Donc forcément, les Worlds de 73 seront pas du tout un objectif pour moi. Mais c'est quand même cool d'y aller, sachant que c'est un parcours qui me convient très bien et que c'est vraiment très proche de la maison. Mais voilà, et dans tous les cas, en septembre, il va falloir qu'on parte parce que notre piscine, elle est fermée un mois à Embrun. D'accord. Donc voilà. Donc l'année dernière, on a fait un mois à Gérone. C'était vraiment cool. Et alors cette année, voilà, il va falloir voir. On a déjà nos billets pour Hawaï, mais après, voilà, il reste à voir. En fait, où on va être en septembre, je sais pas trop. Après, niveau spécificité, voilà, ça va être un peu comme l'entraînement qu'on avait fait à Noosa, bah, en prépa pour Bosso, ça m'a vachement bien convenu. Enfin, j'ai hyper bien encaissé l'entraînement. Il y aura juste la prépa chaleur à faire en plus si on n'est pas quelque part de chaud et humide. Il va falloir forcément faire la prépa chaleur, quoi. Il y a pas mal de pros qui vont au Texas, là où je pars en fin de Mm. semaine pour l'Ironman Texas, au Woodlands. Je crois que c'était Patrick Lang, l'Allemand, qui Oui. avait fait ça avant de gagner la dernière fois à Kona, quand il avait gagné. Et en fait, le climat, c'est ça, il fait chaud, il fait humide, mais tu as de quoi rouler, courir, nager, plein d'options. Et c'est vrai qu'en plus, ça te coupe le chemin en deux, finalement. C'est un peu moins la raclée de te rendre à Kona. Ça peut être Ouais, clairement. pas mal d'idées. Pour l'instant, je suis un peu on sait pas trop parce que bah voilà, il y a cette question des 73 de Nice et du coup pour l'instant on se fixe rien mais on verra. En termes pour finir, c'est un truc qui, moi, m'intéresse vachement parce qu'en fait, j'arrive juste pas à le gérer quand ça devient trop chaud, quand il y a de l'humidité. Est-ce que toi, tu as quelque chose de particulier que tu mets en place pour ce genre de course-là? Est-ce que tu as une sorte de sauce secrète que tu peux partager, un entraînement particulier? Bah franchement la prépa chaleur, j'ai horreur de ça. Enfin, je pense que personne aime ça. C'est affreux, c'est de la torture, mais ça marche super bien. C'est clair. Enfin, franchement, moi, le 73 à Nice, l'année dernière, il avait fait 42 en ressenti. Et j'avais pas du tout eu chaud. Donc, je pense, malheureusement, ça fonctionne bien, cette prépa chaleur. Donc, ouais, il faut en faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose, si t'arrives à une course chaude et t'es pas du tout acclimaté, forcément, tu vas la subir. Enfin, l'organisme, il est pas du tout prêt. Après, moi, l'humidité, c'est quand même quelque chose que j'ai encore du mal. La chaleur, autant je la vis bien. L'humidité, c'est autre chose. Donc, ouais, il va falloir vraiment que je fasse une grosse prépa là-dessus et que je me débrouille à bien marcher, enfin, à bien performer là-dedans. Mais c'est vrai que, ouais, l'humidité, c'est dur. Ouais, c'est pas la même chose. Et la chaleur, du coup, est-ce que tu as un protocole particulier, ou est-ce que c'est juste, en fait, tu vas t'entraîner dans un endroit chaud, ou est-ce que tu arrives à mettre quelque chose en place spécifiquement, même en ce moment, par exemple, si tu commençais ta Oui. course, ta saison sur une course, voilà, où tu avais d'un coup 35 degrés, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, du coup, là, pour Gran Canaria, là, je vais commencer. Du coup, en fait, on a une pièce, enfin, une salle de sport à la maison. Du coup, on ferme tout et en fait, avec le Core Body Temp, donc le petit capteur de chaleur, parce qu'on fait quand même pas ça à l'aveugle, parce que ça peut être quand même vachement dangereux pour le corps. Donc, en fait, voilà, on a le Core Body Temp qui est lié au cardio. En fait, avec l'application, du coup, ça va nous montrer notre température corporelle et un peu notre score de chaleur. En fait, enfin, voilà, si on est dans les bonnes zones et une fois qu'on est dans la bonne zone, combien de temps? Et en fait, j'en essaye de faire 45 minutes. Et du coup, en fait, dans notre pièce, on va tout fermer, fenêtre, porte. On va s'habiller comme si on était en mode hiver avec surchaussures, gants, impair, plein de couches pour monter notre température corporelle. Et après, voilà, on fait 45 minutes à 1 heure de home trainer. Ça 2 fois semaine. Euh, et après, non, je me rappelle plus combien de semaines c'était. Mais là, déjà, je vais le faire sur 3 semaines. Déjà pour Gran D'accord, Canaria. ouais. Pour Hawaï, ça serait un peu plus poussé. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'utilise
une sorte de combinaison de peintre que j'avais commandé, des trucs blancs comme ça. Ça marche bien. C'est tellement désagréable parce que tu sais, ça colle et tout. C'est horrible. T'es trempé à l'intérieur. C'est horrible. Mais c'est vrai que c'est pas mal et on va voir ce que ça peut donner. Mais bah écoute, c'est vraiment très cool d'avoir pu parler un petit peu de tout ça, Anne-Sophie. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu. Je crois que c'est ton jour de repos aujourd'hui, le lundi, dans ta semaine d'entraînement. Donc bon, ça tombait plutôt bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Une chaîne YouTube aussi, on va mettre le lien en description pour ceux qui veulent aller voir un petit peu les vidéos. On mettra aussi ton profil Insta. Nous, je crois qu'on va se croiser à Aix parce que j'y serai là-bas avec Pirène, donc ça sera cool de t'encourager là-bas. Je vais pas faire la course, ça me convient pas du tout, mais ça sera pour être juste là-bas comme supporter. Donc ça va être très sympa. Et puis d'ici là, je te dis bonne chance pour ta fin de prépa pour Gran Canaria et à très vite. Une belle saison 2026. Merci beaucoup à toi et du coup, bon courage au Texas. Hein. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Toi, tu commences directement avec un autre Iron. C'est clair. C'est la 4e fois que je commence ma saison au Texas. La première fois, je l'ai fini. Les deux dernières fois, j'ai fait un DNF pour des raisons différentes. Et cette année, c'est la revanche à prendre. Mais c'est un endroit qui est assez cool. Et en vrai, c'est une course qui... le cadre est très sympa. J'adore quand c'est tout plat. Tu as juste sur le vélo... c'est une autoroute, donc tu peux difficilement faire plus plat. Mais je pensais jamais dire ça de ma vie, mais le Texas, en vrai, en tout cas, cette zone-là, elle est très, très, très sympa. Donc ça fait plaisir d'y retourner en début d'année pour lancer ça. Trop cool. Bonne course, du coup. Top, génial. Un grand merci, Anne-Sophie, en tout cas, et à très vite. Merci. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.